Bonsoir et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette édition de l'information de ce lundi 4 novembre 2019. Édition que nous ouvrons ce soir en nous rendant dans la région de l'ouest du Cameroun, précisément la ville de Bafoussam, chef-lieu de la région du soleil couchant qui court un nouveau risque d'éboulement de terrain. Le tronçon routier situé sur l'axe dit boulevard Évêché sur la nouvelle cathédrale et le carrefour Camille Toyota est totalement fermé à la circulation. Jean-Germain Yedna et Herbert Kouamou nous en disent davantage. Ce n'était qu'une légère fissure au départ et qui, au fil du temps, avec les fortes pluies qui arrosent la ville de Bafoussam, la situation est devenue de plus en plus inquiétante. Nous sommes en train de vivre une situation un peu terrible sur la route, le boulevard derrière Camille Toyota. Et ma concession à 50 mètres de là, nous avions constaté il y a 4 mois un fissure de 50 centimes sur la route. Et le lendemain matin, ça a prolongé à 6 mètres. Cette route nous fait vraiment peur, c'est très dangereux. Puisque quand on voit avec l'aspect ici, là, ce n'est pas tellement bien. Bon, au fur et à mesure que le temps passe, on constate que ça c'est en train de descendre. Rendu sur les lieux ce lundi 4 novembre 2019, c'est une psychose que vivent les riverains. Des activités sont au ralenti. Plusieurs ouvrages endommagés, des supports électriques et autres réseaux enterrés, déjà détruits. On a peur, mais le problème c'est que c'est au cours de la nuit que ça se passe. Ça se passe que la nuit. Bon, entre-temps, nous sommes en train de voir comment on peut faire pour déménager le lieu, pour aller ailleurs, parce que avec l'aspect, si on risque beaucoup. Ça peut être comme ce qui se passait en Gouache dernièrement. Et nous-mêmes, les populations sur place, les riverains, partant de l'hôpital La Bienveillance, que vous voyez, il y a les hôtels, les boulangeries, les garages, toutes nos petites activités depuis 4 mois ne fonctionnent plus. Et la situation où nous nous trouvons pour le moment, nous, les populations, on sera donc obligés de bloquer le passage moto et laisser uniquement le passage piéton pour éviter le pire. Non, nous ne dormons pas. Chaque nuit, quand il pleut, c'est tout le monde qui se lève. C'est très dangereux, on ne dort plus, on ne travaille plus. Les mamans, tout le monde, on est concentré, les pensées sont sur ça. Nous, on ne travaille plus. Informés de la situation, c'est motus et bouche cousue au niveau des autorités. Pendant ce temps, l'affaissement du sol gagne davantage du terrain. J'ai fait appel au gouverneur, il est descendu avec son état-major, lui-même en question. Quelque temps après, il a fait appel au ministre de l'Habitat, Mme Koutes Kecha. Elle-même, elle était sur place par 2 reprises. Et elle a ordonné à la société Razel de bloquer toutes les entrées. Et nous avions constaté, par après avoir bloqué, la route ne fait que s'enfoncer. Et plusieurs fois, quand les gars de la Razel sont sur le terrain, nous on les interpelle à savoir à quel niveau la situation peut être remédiée. Ils nous disent toujours qu'ils attendent la réaction de l'État. Il faut que le gouvernement comprenne qu'il y a urgence. Parce qu'en réalité, l'hécatombe de Ngouachela peut d'un moment à l'autre arriver ici. Et il faut comprendre que les habitations ici sont vraiment plus intenses aussi. Et ça, c'est un axe qui dessert carrément les voies de contournement pour arriver au stade. Donc, il faut que le gouvernement réagisse dans le plus bref délai. Selon le délégué régional de l'habitat et du développement urbain de l'Ouest, des études géotechniques ont déjà été faites et le démarrage des travaux reste imminent. Une étude a été commandée par le MINDU au Labogénie, qui est le laboratoire de référence en matière, et il s'est avéré que la cause de ce désordre sur la route dans cette zone n'était pas superficielle, c'était une cause profonde. Et comme les interstices dont je vous ai parlé tout à l'heure étaient dans des couches profondes, donc à plus de 10-15 mètres de la surface de la route. Et comme avec les pluies, il y avait saturation du sol de la zone par les eaux. Aucun engin ne pouvait se permettre de faire le décapage et la substitution de ce sol à cette période. Donc, depuis ce temps, les études sont bouclées. Actuellement,
les procédures de financement et de mobilisation d'un prestataire pour remédier à la situation sont en cours. Plus qu'une urgence, vivement ce début des travaux sur cet important axe routier, cette voie de contournement qui relie la ville de Bafoussam dans le département de la Mifi à celle de Fombot dans le département du Noun et qui donne accès au stade Omnisport, au stade d'entraînement de Bamendi ainsi qu'à certaines infrastructures hospitalières avant l'irréparable. Toujours à l'ouest du Cameroun, une semaine après le drame de Ngouaché, le gouverneur de la région de l'ouest du pays, Aofonka Augustine, a présidé une réunion d'évaluation. Y prenaient part pour le compte de la télévision du monde Frédéric Moutomé et Herbert Kouamou. Étaient réunis autour du gouverneur de la région de l'ouest du Cameroun, Aofonka Augustine, tous les membres du comité local de gestion de la catastrophe naturelle de Ngouaché 4, bloc 6. Il était question de faire une évaluation de l'éboulement de terrain survenu dans la nuit du 28 octobre 2019 ayant entraîné plusieurs pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels. Du rapport dressé par le conseiller médical de l'hôpital régional de Bafoussam, l'on retiendra que parmi les 43 corps enregistrés à la morgue de l'hôpital régional de Bafoussam, 5 sont encore non identifiés. 11 blessés internes au service des urgences suivent actuellement les soins. Les commissions ont été mises en place et sont à pied d'œuvre pour l'organisation des obsèques des disparus. Le site est actuellement le lieu de recueillement des Camerounais de toutes les couches sociales confondues. Pour ce qui est du recasement des 150 familles rescapées et riveraines de Ngouaché 4, bloc 6, un site a été donné par le roi d'Ibamongoum au lieu dit Latsit Langwem dans l'arrondissement de Bafoussam 3e, site qui sera aménagé par le génie militaire dépêché sur les lieux par le chef de l'État, Paul Biya. Le site en question a d'ailleurs été visité par le gouverneur Aofonka Augustine qui s'est vu expliquer par le colonel Jackson Kamgen, directeur du génie militaire, l'essentiel des travaux à réaliser. Nous avons arrêté la fouille ou la recherche des corps sur le site en Ngouaché. Il y a déjà plus de 8 familles qui sont déjà logées et casées dans les 3 hôtels que nous avons identifiés. Il y a le site de recasement qui est déjà identifié. Les génies militaires sont à pied d'œuvre. Il était question d'apporter un appui au comité local de crise, à savoir l'expertise déjà en termes des activités que nous menons souvent, parce qu'en cas de catastrophe, nous sommes quand même assez experts à ce domaine, et bien plus l'aménagement des zones de recasement. Donc ici, nous sommes sur le site de recasement qui est de 17 hectares au total, mais 7,8 hectares seront alloués aux différentes personnes qui seront recasées sur ce site. Et par la suite également, nous avons pour mission d'aménager la voie d'accès au site de recasement provisoire ainsi que l'accès au site du sinistre. Donc nous croyons que d'ici 2 à 3 jours, s'il fait beau temps, nous aurons terminé avec ces différentes missions. En attendant l'achèvement de ces travaux d'aménagement, les sinistrés de la catastrophe de Ngouaché 4, bloc 6, sont recasés provisoirement sur 3 sites identifiés dans la ville de Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest. Les détenteurs de débits de boissons à Douala devront désormais respecter la réglementation en vigueur dans ce secteur d'activité. Les contrevenants à cette mesure vont se heurter à la rigueur de la loi. La déclaration est celle du gouverneur de la région du littoral, Dieudonné Samuel Iva Adiboa, présidait dimanche dernier une réunion de sécurité au lendemain des affrontements violents qui ont plongé dans la stupeur le 2e arrondissement. Jean-Jean Meyedna, Patrice Foucault. Plus qu'un rappel à l'ordre de l'autorité, le gouverneur de la région du littoral interpelle les détenteurs des débits de boissons qui opèrent dans la ville de Douala au respect scrupuleux des consignes contenues dans les licences d'exploitation. Nous voulons rappeler à tous ceux qui ont des débits de boissons, je le dis encore aujourd'hui, que ceux qui savent que le Cameroun est un état de droit
lorsqu'on leur délivre des licences, sur ces licences se trouvent indiquées les heures d'ouverture et de fermeture. Samuel Dieudonné Eva Dibois met à rude épreuve le nouveau préfet du département du Vouri, Benjamin Boutou, et attire l'attention des forces de maintien de l'ordre. Monsieur le préfet, votre chemin de bataille commence par là aujourd'hui. Vous devez fermer vos débits de boissons à l'heure indiquée. Les forces devront sévir. Parce que de ces bars partent ceux qui se droguent pour aller agresser les paisibles citoyens. Et sur le terrain, la mesure du patron de la région du littoral est diversement appréciée par les responsables des lieux. La mesure du gouverneur est la bienvenue. Parce qu'en fait, nous, tenanciers des débits de boissons, on pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débits de boissons qui se créent sans toutefois que des gens au préalable puissent déjà être identifiés normalement. Comme vous le savez bien, il y a aujourd'hui à Douala, à chaque bout de chemin, il y a un débit de boisson qui est créé. Et puis, il n'y a pas de mesures qui suivent. Il y a certains bars aussi qui n'ont pas de licence et qui ont des coins derrière qui couvrent ces bandes de malfaiteurs dans leurs points de vente. Bon, je pense que le contrôle doit passer pour vraiment vérifier parce qu'il y a certains bars qui ne sont pas agréés et on mélange n'importe qui. Et à leur tour, des propriétaires des débits de boissons pointent un doigt accusateur sur les vendeurs du chai, une sorte de boisson chaude commercialisée en plein air dans les grands carrefours. Il faut peut-être aussi que l'État mette un accent, c'est-à-dire que sur ces jeunes-là aujourd'hui qui sont dans des carrefours, à toutes les heures en fait, en train de vendre ce soi-disant thé, parce qu'on ne sait vraiment pas ce qui se cache derrière ce thé-là. Ce sont des vendeurs de chai qui croient vendre le chai alors que ce sont des drogues et des stupéfiants qui couvrent ces malfaiteurs. Donc c'est par là où on devait faire ce genre de ramassage. Les exploitants contrevenants vont se heurter à la rigueur de la loi. Nous devons vivre ensemble, nous devons vivre dans la paix. Il n'est pas question que les gens pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Personne ne peut avoir cette prétention. Et que ceux qui disent que derrière tel bar se trouve tel grand, venez me rencontrer. Je vais fermer ce bar. Et le moins que l'on puisse dire, c'est à bon entendeur. Salut. Le Cameroun sera bientôt doté d'un nouvel itinéraire de chemin de fer. Le gouvernement de la République à Yaoundé s'est concerté avec les acteurs du secteur afin d'évaluer la mise en œuvre de ce projet. Mohamed Moulu, Mohamed Essomba nous en disent davantage. Edea Kribi Campo sera doté dans 5 ans d'un chemin de fer digne de ce nom. Au-delà de la recherche des partenaires financiers, il était question de donner les rudiments nécessaires aux différents acteurs de ce grand projet qui, dans sa conception, constitue le lot numéro 1. On espère qu'ils apprennent comment on peut exploiter cette étude et comment on peut suivre dans le futur d'autres études similaires. Parce que le gouvernement a dans son pipeline d'autres études similaires. Donc, à notre avis, les gens qui vont bien comprendre ce qu'on explique aujourd'hui pourront le répliquer dans d'autres projets dans le futur. Et finalement, l'analyse économique, financière et institutionnelle, qui est la partie conclusive de l'étude, elle est très complexe. Ces grands travaux qui ont un coût très élevé. Là, ce sera par une concession. On va organiser d'ici quelques temps une table ronde avec les bailleurs de fonds intéressés. Les bailleurs de fonds vont exprimer leur intérêt à prendre la relève
de notre étude, parce que notre étude s'arrête à l'étude préliminaire et de faisabilité. Le gouvernement, dans sa logique de grande réalisation, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, même si le coût des travaux reste important. Une fois le chantier terminé, il faudra qu'elle soit utile et rentable pour le bien de tous. Ce qui va être transféré aux concessionnaires intéressés, c'est les études détaillées, l'exécution des travaux et l'exploitation de la ligne pour 30 ans. À l'ouest du Cameroun, le ministre des Pêches, de l'Élevage et des Industries animales renforce les capacités opérationnelles de ses collaborateurs. Le Dr Taïga a procédé à la remise d'un important matériel d'inspection sanitaire vétérinaire avec pour objectif d'admettre sur le marché de la viande propre à la consommation. Les précisions de Praxé Toulou et de Herbert Kwamou. Afin de protéger les consommateurs contre les zoonoses, qui sont des maladies infectieuses ou parasitaires transmises de l'animal à l'homme, le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales a prescrit dans les abattoirs, et ce depuis quelques années, l'inspection sanitaire vétérinaire qui est un examen macroscopique de contrôle, de surveillance et de vérification fait par des agents vétérinaires. Au terme de l'inspection, le vétérinaire inspecteur appose l'estampille de salubrité sur les organes ainsi que sur les carcasses, attestant soit que la viande est propre à la consommation, soit qu'elle doit être retirée du marché. Le délégué régional du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales de l'Ouest a récemment remis à tous les services de terrain de son territoire de compétence la dotation en matériel d'inspection sanitaire vétérinaire composée de 15 estampilles, dont 9 roulants, 6 ovales et 120 litres d'encre alimentaire de couleur bleue et rouge. L'opération d'estampillage consiste à nous assurer que l'ensemble des viandes qui sont mises sur le marché seront des viandes propres à la consommation. Cet estampillage également permet donc d'identifier de manière précise l'origine de la viande. C'est-à-dire qu'avec la codification qui est faite sur ce matériel, nous pouvons dire exactement dans quel abattoir de la région la viande a été inspectée par nos équipes sur le terrain. Maintenant, par rapport à l'encre alimentaire qui est utilisée, je voudrais ici rassurer les uns et les autres que c'est de l'encre alimentaire qui n'a aucun impact par rapport à la santé du consommateur. Par rapport à nos partenaires bouchers, nous les exhortons à véritablement nous accompagner dans cette activité. Il est à noter que l'estampillage fait avec l'encre de couleur bleue signifie que la viande est propre à la consommation, tandis que l'estampillage fait avec de l'encre rouge montre que la denrée d'origine animale est dangereuse pour la santé et doit être retirée du marché. Aussi, chaque estampille contient un code permettant d'identifier l'abattoir d'origine de la viande. Cette opération permet aussi d'assainir le secteur d'activité des bouchers. D'où l'invitation faite à ceux-ci par le patron de l'élevage, des pêches et des industries animales de l'Ouest d'y adhérer massivement. Par rapport au secteur viande, il constitue l'un des maillons essentiels. Si ces bouchers n'adhèrent pas à l'approche, il sera difficile, nous, du service technique de l'élevage, de pouvoir mener à bien cette activité. Donc, leur adhésion est gage de succès de cette opération qui a été hautement instruite par son excellent Dr Taïga, le ministre de l'Élevage et des Pêches animales. À ses collaborateurs de terrain, le délégué régional de l'élevage, des pêches et des industries animales de l'Ouest a prescrit probité morale et strict respect de la déontologie de la réglementation en vigueur. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais veut taire les divergences nées des velléités d'investiture évoquées par certains responsables au sein de cette chapelle politique. À l'ouest du Cameroun, précisément dans le département des Bamboutous, le chef de la délégation permanente du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a convié militantes et militants à la maison de parti de Mbouda. Emmanuel Gagnou-Messi souhaite donc resserrer les rangs dans la perspective des prochaines séances électorales. Une assise qui a également permis de peaufiner la stratégie de communication du RDPC en vue de célébrer le 6 novembre prochain l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême. Reportage.
Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions spécialisées. Revenons à Douala pour parler des échauffourées qui ont secoué la ville de Douala. C'était jeudi et vendredi dernier, après la réunion de sécurité présidée dimanche dernier par le gouverneur de la région du littoral. C'est un calme plat qui prévaut ce lundi dans les quartiers qui ont été secoués par des affrontements. Les précisions de Jean-Jean Meyana et de Patrice Foucault. Il est un peu plus de 10 heures. Ce lundi 4 novembre 2019, au quartier Kanyabassi à Douala. C'est une ambiance ordinaire qui règne ce matin dans ce centre commercial spécialisé dans la vente des pièces de réchange automobile. L'activité a repris son cours normal aux sorties d'un week-end de tous les dangers. Les activités se sont bien reprises comme d'habitude. Normalement, il n'y a pas eu de problème, pas de bruit. On a ouvert normalement et on a fait installer comme d'habitude. Donc, on est en train d'exercer comme vous voyez là. Les clients viennent comme vous voyez là. Une reprise normale des activités dans cette partie de l'arrondissement de Douala 2e, au lendemain d'une réunion de sécurité convoquée en urgence par le gouverneur de la région du littoral pour calmer les ardeurs des populations. D'abord, tout était au cours normal parce qu'après la visite du préfet, tous les Bataclan qui ont fait la réunion hier, là, samedi, le mot d'ordre a été lancé. Nous avons passé une très bonne nuit aujourd'hui. Aucun bruit. Ouais, c'est ça. Je déploie qu'il y a des problèmes des réseaux sociaux. C'est ça qui amène des confusions dans certaines choses. On n'a pas peur, puisque hier, nous on a suivi dans les médias qu'il y a eu une réunion de crise. Le gouverneur s'est déporté à Neubel avec le sous-préfet, les chefs de quartier, les chefs de bloc. Ils ont eu à convoquer même les jeunes, ils ont discuté ensemble et puis ils ont trouvé un terrain d'entente. Donc, on a demandé de mettre les comités de vigilance dans les quartiers et puis on a demandé aux jeunes pourquoi même il y a eu ce problème. Dans la nuit, que les problèmes ont commencé, on ne connaît pas ce qui se passait. Et c'est vendredi matin qu'on nous informe que les gars du quartier Oussa sont venus agresser les mamans de Ngonso et Kanyabassi. Et les gars de Ngonso n'étaient pas là. On a fait appel à ces gars-là. Ils sont arrivés. On a appris que les gars sont allés à la mosquée de l'ancien étage. Ils ont fait gaffe là-bas. Et le vendredi matin, à partir de 11h, il y a eu le retour. Nous avions vu tout genre de machettes. Nous avions vu tout genre de machettes. Les gars de Ngonso Kanyabassi avec les machettes en main, ils suivaient les gars à Oussa. Donc à partir de 11h ici, il n'y avait pas moyen. On fuyait même, on laissait nos marchandises dehors. Et le samedi soir, à partir de 17h, ils ont encore repris. Les gendarmes étaient pleins dehors. Un calme apparent qui prévaut au quartier Kanyabassi, tout comme à New Belaoussa et au quartier Ngonsoa, tout en restant vigilant d'un éventuel phénomène de retour. Pour le moment, on peut dire qu'il y a du calme, mais rien ne nous rassure que d'ici 16 heures, les hors de la loi vont sortir encore les machettes. On les appelle les Irakiens ou ce sont les massacreurs. Parce que d'ici 15 heures, là, tout le monde va chercher à vouloir partir. Chacun a peur. D'autres boutiques, même en face, là, sont encore fermées. Selon que les autorités de la région du littoral ont balayé du revers de la main un conflit tribal ou communautaire au cœur de ces échauffourées qui ont secoué ce week-end à Douala, mais plutôt d'une délinquance des jeunes surexcités. On en vient à l'actualité hors de nos frontières, direction l'Afrique du Sud où Jacob Zuma interjecte appel. L'ancien président sud-africain accusé de corruption pour avoir perçu des pots de vin dans le cadre d'une vente d'armes impliquant le français Thales a de nouveau saisi la juridiction sud-africaine. Les détails de nos confrères d'Africa News. Englué dans un processus judiciaire, il a finalement décidé de contre-attaquer l'ancien président sud-africain. Jacob Zuma
a officiellement fait appel de la décision de justice de le poursuivre pour corruption dans une vieille affaire de vente d'armes impliquant le groupe français Thales, d'après des informations du parquet ce dimanche. Il revient désormais à la justice de se prononcer sur la recevabilité ou non de cet appel avant d'étudier l'affaire dans le fond. Jacob Zuma, au pouvoir de 2009 à 2018, est accusé d'avoir touché 4 millions de rentes, environ 238 000 € au cours actuel de pot de vin de la part du groupe de défense et d'électronique français Thales dans le cadre d'un énorme contrat d'armement de 51 milliards de rentes, environ 3 milliards d'euros attribués en 1999. Mis en cause dès 2003 dans le dossier Thales, Jacob Zuma a toujours réussi à échapper aux mailles de la justice. Tout le contraire de son conseiller financier de l'époque, Chabi Ishek, qui a été condamné à 15 ans de prison. À Hong Kong, la police chinoise a dispersé à l'aide de jets d'eau et de gaz lacrymogène des manifestants pro-démocrates qui tentaient d'investir les rues de la ville. Les précisions de nos confrères cette fois-ci d'Euronews. Après 5 mois de manifestations à Hong Kong, la colère ne retombe pas. Ce samedi, ils étaient encore des milliers de manifestants dans les rues de l'ancienne colonie britannique pour prendre part à une marche non autorisée. Très rapidement, des heurts ont éclaté, notamment dans le quartier commerçant de Causeway Bay, entre les forces anti-émeutes et des groupes de personnes vêtues de noir et au visage dissimulé. La veille, Pékin avait lancé un nouvel avertissement. Le pouvoir central ne tolérera aucune activité de nature à diviser le pays. En ce 22e week-end de manifestations d'affilée, les Hongkongais demandent toujours des réformes démocratiques et le départ de Carrie Lam, la chef de l'exécutif local. Personne ne veut de violence, mais qui nous force à sortir et à marcher? C'est notre soi-disant chef de l'exécutif. Et donc, pourquoi je suis venu aujourd'hui? C'est parce que j'espère que les habitants de Hong Kong n'oublieront pas quelle est leur cause. En juin dernier, notre manière d'exprimer nos demandes était si paisible, si idéaliste. 5 revendications, pas une de moins. Parmi ces exigences, l'instauration du suffrage universel ou l'amnistie pour les manifestants arrêtés. Début septembre, le projet de loi sur les extraditions vers la Chine continentale avait été retiré, sans parvenir pour autant à éteindre la contestation. Et puis en sport, nous parlons du championnat d'Afrique des Nations 2020 prévu au Cameroun. La Confédération africaine de football met la ville de Garoua hors jeu. La capitale régionale du Nord Cameroun ne fait pas partie des localités qui abriteront les sites de cette compétition. Une situation qui est d'ailleurs diversement appréciée par les riverains. Les précisions de Zobel Apollinaire Bon et de Seydou Fonzi. Le retard accusé dans l'exécution de certains travaux est la principale cause de la mise à l'écart de la ville de Garoua en ce qui concerne le championnat d'Afrique des Nations que va organiser le Cameroun en 2020. Aujourd'hui, il n'y a que le stade Omnisport, son annexe, et l'hôtel 70 chambres qui sont dans leur phase de finition. Nous n'avons toujours pas de stade d'entraînement. Cette situation exaspère les populations de la capitale régionale du Nord qui avaient tout misé sur cette compétition. Il y a des opérateurs économiques qui se sont endettés, notamment après le glissement de la CAN 2019 pour 2021. C'était l'opportunité, c'était l'occasion pour les élites du Septentrion de se battre notamment pour la CHAN 2020. On espère que la classe politique du Grand Nord va se réveiller. Moi, je considère que le Nord a été marginalisé concernant ce retrait de la CHAN 2020. Déçus, les espoirs de toute la population du Nord reposent désormais sur le plus grand rendez-vous du football africain, la CAN 2021, et espèrent que pour cette fois, la ville de Garoua ne sera pas oubliée. Cela va nous donner des leçons pour la suite si vraiment on aimerait organiser, parce qu'il ne faut pas que la CAN nous échappe. Si le CHAN nous a échappé, il ne faut pas que la CAN nous échappe. Donc il ne se fait pas tard. Il est temps pour nous, temps pour ces élites de se mettre ensemble pour que nous puissions recevoir ne serait-ce qu'une poule de la CAN 2021 ici à Garoua. La sonnette d'alarme est donc tirée pour que les chantiers qui traînent encore soient livrés dans les délais. C'est ici que prend fin cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Bon début de semaine à tous. Au revoir.